C'est un peu plus de rigueur dans la planification de l'entraînement. Ouais. Je fonctionne beaucoup au feeling. On va dire c'est la French. C'est ce que je me suis dit. La French touch. Voilà. Mais c'est pas bon. C'est bon jusqu'à un certain niveau. Bonjour tout le monde. Je vais interviewer Aymeric Pradine, champion de France toute catégorie. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Aymeric. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Pour présenter. ceux qui ne te connaîtraient pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc comme tu l'as rappelé, donc, je suis champion de France toute catégorie. Aussi champion de France moins de 100 kg. Moins de 100 kg c'est ma catégorie. Je suis également kinésithérapeute dans le civil, on va dire. C'est ma profession, c'est mon métier. Et j'ai aussi des responsabilités au niveau de la fédération française, qui est la FF Force. Donc je suis vice-président en charge du bras de fer sportif. Je suis aussi président de la commission sportive du bras de fer. Et voilà, en gros, c'est ce que je fais au niveau associatif. Et voilà, je participe en tant qu'athlète et en tant que dirigeant au développement de la discipline en France. Comment tu as découvert le bras de fer? Comment j'ai découvert le bras de fer? C'est, je vais rendre hommage à un ami, tu vois, Mathieu, qui se reconnaîtra, qui quand j'étais à Toulouse, où je faisais de la force athlétique, puisque j'ai fait de la force athlétique par le passé, m'a fait découvrir par YouTube une vidéo du Nemiroff. À l'époque, c'était l'ancien Zloty en fait. Il m'a fait découvrir ce sport en fait. Après j'ai toujours fait du bras de fer comme tout le monde, un petit peu comme ça. Et quand j'ai vu ça, je dis waouh, c'est un sport, il y a vraiment des athlètes, c'est vraiment, voilà, il y a un format qui est intéressant, visuellement c'est beau à voir. Et je me suis dit c'est cool, il va falloir que j'essaye de faire ça. À cette époque-là, je pense que c'était la première fois que j'ai entendu parler du bras de fer, c'est 2009. Mais à cette époque-là, j'en faisais pas du tout. J'avais cherché un peu en France, mais le bras de fer n'était pas du tout développé comme maintenant. Et je n'avais pas trouvé. Et puis c'est en allant ensuite en Belgique pour les études que j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont appris la discipline. Et la première interaction avec le bras de fer en direct, puisqu'avant même de commencer, comme je suis quelqu'un un peu perfectionniste et puis très méthodique comme ça, j'avais, je pense, épuisé tout YouTube sur la discipline, que ce soit l'historique, que ce soit les méthodes d'entraînement, etc. sur pas mal d'athlètes, mais j'en avais jamais fait directement et puis on m'avait jamais appris. Et le premier contact que j'ai eu, c'est en 2010, en avril 2010, où j'ai fait ma première compétition sans jamais avoir fait de bras de fer de ma vie vrai. C'était la première fois que je voyais une table de bras de fer et donc c'était à Lonsin en Belgique. Donc j'ai gagné la compétition amateur et j'ai fait 3e avec les pros. Ce qui était une bonne performance pour quelqu'un qui avait jamais fait de bras de fer. Mais disons que j'arrive à apprendre par vidéo aussi. J'ai mis ces qualités-là, j'intègre assez vite les mouvements. Mais bon, après en vidéo ça suffit pas, c'est un sport complexe et puis il faut qu'on t'apprenne. Et puis j'ai commencé à m'entraîner en salle un petit peu fin 2010 et j'ai réellement commencé à m'entraîner avec un coach qui est Bruno Saint-Val. S'il écoute ça, il se reconnaîtra. Je le remercie puisque c'est lui qui m'a vraiment appris toutes les bases du bras de fer. Et j'ai énormément progressé avec lui au tout début 2011. J'ai été coaché vraiment et puis je me suis concentré très rapidement et j'ai fait 2011. L'année 2011 a été vraiment une transition. Fin 2011, j'ai plus fait que du bras de fer en termes d'entraînement et j'ai arrêté tout ce qui était, on va dire, entraînement autre, parasite entre guillemets sur la discipline. Ok, tu as répondu à la question quand et pourquoi. Quand et pourquoi tu as commencé le bras de fer. J'anticipe. C'est parfait, c'est bien.
As-tu un ferriste qui te motive? Que ce soit peut-être en France ou même si ça peut être à l'international. Ah, c'est international surtout. En fait, ce qui m'a vraiment motivé, ce qui m'a inspiré au début, c'est Alexei Voivoda. Forcément, voilà, en partie parce qu'il dégageait, j'ai apprécié la discipline. Je pense que j'ai dormi sur ses entraînements, etc. J'ai énormément regardé le film Pulling John, donc forcément John Brzenk. Un classique. Ouais. Et quelque chose voilà, c'est un athlète qui m'inspire encore plus maintenant. En fait, un peu moins au départ, j'étais plus sur Voivoda, d'autres types d'athlètes qui étaient plus démonstratifs, etc. Mais plus on pratique, plus on voit que la carrière de John est juste incroyable. Incroyable. Plus on pratique, plus on se rend compte que vraiment. Donc John, forcément. Alexei Voivoda, et puis aujourd'hui des athlètes que j'admire au niveau technique, qui sont vraiment impressionnants à voir. Tu as Probnik, forcément, qui est un athlète complet partout. La Létine, dans un style qui a perfectionné le top roll vraiment à la perfection, quoi. Ça, c'est des athlètes. Et puis dans des catégories plus légères, tu as l'école kazakh qui est impressionnante, comme des mecs comme Talgat, Taïev, dans des styles très particuliers qui sont assez impressionnants à voir, et essayer de s'en inspirer aussi, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, mais après ça peut être aussi dans ma catégorie de poids ou dans des catégories supérieures, forcément Krasimir Kostadinov pour sa rigueur, etc. Aussi, c'est quelqu'un qui, parce qu'on est dans la même catégorie, tu vois, on a un peu les mêmes gabarits. Et forcément, il est au top niveau mondial, donc forcément, c'est un exemple pour moi. Ça fait longtemps. Et ça fait très longtemps qu'il y est, et puis c'est un mec qui a vraiment complété son style. Et voilà, là, c'est plus parce que vraiment, je peux vraiment m'identifier à lui, puisqu'on est vraiment dans la même catégorie. Et ouais, Krasi. D'accord. Selon toi, quand tu as vraiment commencé à avoir de bons résultats dans le bras de fer, c'est quoi l'élément déclencheur? Voilà, exactement. Alors, je vais raconter cette histoire-là parce que je pense que ça peut intéresser surtout les débutants qui, au départ, pensent que ce sport-là n'est pas fait pour eux. Et j'ai pensé la même chose. Alors j'ai plutôt bien réussi. Et j'ai eu le même passage. En fait, malgré ma progression qui a été très rapide, j'ai gagné mon premier tournoi après 10 mois d'entraînement seulement. Un tournoi international. Alors, c'était pas un gros tournoi, mais c'était quand même un tournoi international. Lequel? C'était un tournoi en Belgique, le tournoi des 3 nations. D'accord. Voilà. Que j'ai fait. C'était en 2011. Puis après, j'ai enchaîné très vite les résultats. Et c'était au départ, en fait, les premiers mois d'entraînement, j'y arrivais pas, quoi. En fait, on apprend d'autres manières de faire, le corps fonctionne différemment. Donc on a l'impression qu'on devient de moins en moins fort, presque, au départ. Et puis après, tout se met en place et on arrive à utiliser. Et puis ça s'est fait assez rapidement. Mais j'ai eu une période de doute où presque je me suis dit, écoute, je ne serai jamais très bon, mais je kiffe. Parce que ce qui est important, c'est que j'avais un bon groupe, des amis, en fait, on s'entraîne. Et j'aimais bien m'entraîner, tout simplement. Il y avait une bonne ambiance, j'aimais bien. Et puis je me suis dit, bon, peut-être que j'arriverai jamais au niveau où j'espère aller. Et puis finalement, après, les choses se sont mises en place. Alors, j'ai eu de la chance assez rapidement pour moi, 10 mois, mais des fois, pour certaines personnes, ça prend 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et tout ça pour dire qu'il ne faut pas lâcher, même quand on pense qu'on ne va pas y arriver. Comme tu dis souvent dans tes vidéos, le travail qui paye. J'allais revenir, voilà, la détermination, le travail qui paye. Après, plus ou moins on est doué, plus ou moins ça vient vite. Donc ça, c'est toujours ça. Mais même quand on est plutôt à des facilités comme moi, j'ai eu les doutes, j'ai eu la même chose. Je me suis dit, bon, j'y arriverai pas, mais j'aime bien. Parce qu'il faut rappeler que c'est un sport qui est dur, qui demande beaucoup d'investissement. Et voilà, après, je m'y suis mis à fond. J'ai pas écouté aussi beaucoup les gens qui parlent, qui te disent que c'est pas un sport, etc. Ça aussi c'est pour les débutants. Il faut croire en ses rêves, il faut croire en ce qu'on aime. Si on est passionné, faut pas écouter les autres. Et puis on perce et on y arrive. Et donc effectivement j'ai eu des résultats après 10 mois d'entraînement. Champion de France après pareil la première année. J'ai commencé en 2011, j'étais champion de France dès la première année. Et j'ai fait mon premier bon résultat en 2011 au Judgment Day, qui est une compétition en Hongrie, qui est une bonne compétition, et j'ai fait la finale. Donc là, à cette époque-là, c'était les plus de 95 kg, donc j'étais avec les lourds, et j'ai fait la finale contre Jurash Michalak, quelque chose comme ça, qui était finaliste championnat du monde en poids lourd de la WAF. Bon, je me suis fait battre, mais bon, j'étais content d'arriver en finale, donc c'est arrivé très rapidement en fait. Arrivé en finale à ce niveau-là,
forcément, dès qu'on a des résultats, on accroche. Et puis très rapidement, en 2012, le Zloty, puis l'Italie aussi, où je fais la finale contre Dimitri Troubine. C'est déjà très rapidement après 1 an et demi d'entraînement en fait. Hein. Donc voilà, des résultats plutôt vite, mais je pense que c'est pas forcément c'est pas forcément la norme. Mais après ces résultats-là, qu'on l'ait en 1 an et demi ou qu'on l'ait en 3, peu importe. Hein. Le but c'est d'arriver. Hein. Oui, c'est sûr. Quelle est ta plus grande victoire, Mike? Alors, la plus grande victoire, c'est-à-dire tu es en tournoi, un match en particulier Tournoi, match confondu. Quelle est la, médaille, si tu veux, la médaille dont je suis le plus fier, c'est celle du Zloty en 2015, où je fais 3e. D'accord. C'est pas une victoire en soi, puisque je suis 3e. D'accord. Mais c'est une victoire quand même. C'est une victoire d'être sur le podium. Pour la France, pour la France, c'est la première médaille française à ce tournoi qui est prestigieux. Je m'y attendais pas spécialement, je m'étais préparé pour, mais c'était une surprise aussi pour moi, une bonne surprise. Donc je veux dire que c'est la médaille dont je suis le plus fier. Okay. Et l'adversaire dont je suis le plus fier, c'est que forcément Krasimir, que j'ai battu en 2019, sur un round. Effectivement, il m'a battu sur la Vendetta, il n'y a rien à dire, il est meilleur, il y a du boulot à faire. Mais je pense que je suis un des rares sur l'année 2009 à lui prendre un match, parce que sur cette année-là, il a été vraiment très en forme, il a gagné le Zloty, l'Open, etc. Si ceux qui suivent le bras de fer, ils savent l'année de Krasimir a été très 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 bonne. Donc il est très en forme cette année. Je suis très satisfait de ma victoire. Okay. Dans un sens, mais c'est une victoire qui te donne, qui te dit qu'il faut travailler, que c'est pas impossible d'aller chercher ce niveau-là, qu'il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il est nettement au-dessus, mais que j'ai réussi à l'accrocher sur un round, ça m'a redonné, si tu veux, voilà, encore plus de motivation en fait, à m'entraîner plus dur et à essayer de m'approcher de ces niveaux-là. Et dans la durée. C'est ce qui est très difficile, c'est dans la durée, de durer dans ces sports-là et d'être performant tout le temps. Donc je dirais Krasimir, même si c'est pas une victoire non plus, puisqu'il m'a battu, mais j'ai réussi à prendre un round. On va dire que c'est le match où je suis le plus fier. Si tu arrives à battre Krasimir en un round, c'est déjà un grand résultat. Aymeric, quelle compétition as-tu fait? J'en ai fait pas mal, parce que là donc j'ai commencé en 2011 à faire des compétitions. On est voilà, donc voilà, ça fait 9 ans que je pratique, donc en 9 ans on en fait beaucoup, donc énormément de championnats de France forcément. Okay. Et après à l'international, beaucoup de compétitions internationales, que ce soit l'Italie, le Sénèque, le Jumande en Hongrie, j'ai fait le A1 en Russie aussi, j'ai fait le championnat du monde aussi WAF, championnat d'Europe, EAF, j'ai fait la Wall Europe aussi. En 2016 que j'ai gagné en Angleterre, c'était à Manchester. Le Zloty, forcément. Voilà pour les compétitions majeures. Et puis après des compétitions en Belgique, en Hollande, voilà, en Allemagne. Et puis le Armoires aussi à l'époque. Pas mal de Vendetta en Armoires. Le X-Men aussi, qui était une très belle compétition faite en France. Et en France et à l'étranger, mais faite par un organisateur français. Donc voilà, pas mal de compétitions. Voilà. J'ai cité les plus grandes. Les plus grandes, okay. C'est une question qui est souvent posée. Combien de compétitions par an recommandes-tu de faire selon toi? Alors, en fait, ça dépend de ton niveau. Je pense que quand tu es débutant, il faut en faire. Peu importe qu'on soit totalement prêt ou pas, à condition de ne pas avoir des douleurs, de ne pas avoir mal. Si on se sent plus ou moins frais physiquement, il faut y aller. Peu importe qu'on soit dans une prépa, qu'on ne soit pas au top, de toute manière, voilà, on n'a pas de palmarès à défendre, entre guillemets, on a rien à, voilà, on a tout à prouver, on n'a rien à défendre. Il faut faire, peu importe les résultats, parce que c'est là qu'on prend l'expérience, c'est là qu'on se fait des rencontres aussi, qu'on apprend, qu'on sait gérer le stress de la compétition. Et je dirais les premières années, j'en ai fait énormément. Et puis après, avec le temps, après il y a les blessures aussi qui viennent, ça dépend. Et puis je pense que plus on avance en niveau, plus il faut se concentrer et plutôt en faire 3, 4 dans l'année. Vraiment important qu'on se prépare parce qu'on se laisse du temps dans la préparation physique pour arriver au top à un moment donné. Je dirais qu'il y a 2 temps. Tout début, je dirais les débutants, il faut y aller. Compétition à droite, à gauche, grande, petite, peu importe, on fait, tant qu'on se sent bien. Bien sûr, hein, tant qu'on se sent bien, on fait. Même si on ne fait pas des résultats parce qu'on s'est entraîné dans la semaine, on est fatigué. Moi je me souviens, les premières compétitions, je ne me reposais pas tant que ça. D'accord. Alors que là, maintenant, si on prépare quelque chose, forcément tu te prépares et tu essaies d'aller dans la meilleure condition possible pour performer le mieux possible, puisque tu arrives à un certain niveau et tu sais que l'adversaire en face,
ça va être très compliqué. Au début, non, tu prends l'expérience, tu prends ce qu'il y a à apprendre. Si tu fais de la perf, c'est bien. Si tu en fais un peu moins, c'est pas grave, tu vas te rattraper sur la prochaine, ainsi de suite. Et dès que tu sens que ton niveau monte et que tu cherches à aller faire de la perf, vraiment, que tu vas en compétition, pas pour participer ou pour prendre de l'expérience, mais pour gagner, ben là, tu vas en faire un peu moins dans l'année pour te laisser du temps de préparation et donc d'entraînement dur, parce que tu sais, quand tu t'entraînes, forcément, tu as des phases de décompense, tu récompenses, etc. Donc tu as des phases où tu es moins fort, c'est normal, c'est dans ta prépa. Et donc là, il faut te laisser du temps, il faut planifier ça. Tu te dis, à telle date, j'ai une compétition, je vais mettre en place un programme d'entraînement pour arriver fort à ce moment-là. Et je pense que ça arrive dans un deuxième temps de ta carrière. Voilà. Je dirais maintenant, actuellement, 2-3 pour moi. 2-3 par an. Pour moi, 2-3 par an, ça suffit. Et au début, 10, 10, 15, il n'y a pas de problème. Le maximum possible. Le maximum possible. D'accord, ok. Qui aimerais-tu affronter? C'est-à-dire que si tu avais le choix de demain affronter en Vendetta, ce serait qui? Qui c'est que j'aimerais affronter? Tu as... Bon, Krasimir, j'aimerais bien prendre une revanche, mais il faut que je me prépare encore. Je m'en doutais. Voilà, il faut que je me prépare encore. Je sais ce qui me manque, mais il y a du travail. Je sais ce qui manque, mais ça sera un jour. Voilà. Qui c'est qui m'intéresserait aussi? Aux États-Unis, j'aimerais bien. Un mec comme Rob Vigents, junior. On est un peu dans les mêmes catégories de poids, ça serait intéressant. Puis les Américains qu'on rencontre un peu moins souvent, donc ça serait intéressant de voir du côté américain. Et peut-être Hermès Gasparini aussi, voilà, qui est un peu aussi dans ma catégorie de poids et qui est un athlète extraordinaire. J'aimerais l'affronter, mais je pense que son style est très compliqué pour moi. Donc je pense pas, c'est pas un très bon match pour moi. Mais voilà. Mais t'aimerais quand même l'affronter. J'aimerais l'affronter pour voir ce que je peux faire. Mais voilà. Après, moi, j'aime bien me mettre aussi en danger sur les Vendetta. Je suis pas forcément vouloir être favori. J'aime bien être challenger aussi. Donc ça me motive encore plus. Je pense que je me surpasse encore plus comme ça. Quand je sais que je suis un peu en dedans. Le challenge est plus gros. Le challenge est plus gros. Ouais, je dirais ces trois-là. Rob Vigents Jr., qui est le champion de la WAL en moins de 90. C'est ça, moins de 88 là-bas, je pense. C'est en LBS. Ce serait intéressant. S'il a un style qui est pas mal, tu vois. Et lui, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ouais, pour les athlètes européens, je dirais Krasi pour une revanche, Hermès. Ok. Voilà, mais c'est pas des matchs faciles, quoi. Là, il faut vraiment se préparer et même prêt, c'est pas gagné. Si c'était facile, ce serait pas drôle. Donc ouais, voilà. Okay. Ces trois-là. Après, il y en a d'autres. Hein. Là, je dis les premiers qui viennent, mais il y a tellement d'athlètes exceptionnels que. Ouais. Voilà. Comment tu organises tes entraînements? Pour te donner un exemple, ça intéresse souvent les spectateurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui font 3 entraînements par semaine, d'autres font 4. Il y en a qui font un entraînement top roll. Il y en a qui font, je sais pas moi, un entraînement plus qui est, on va dire, side, biceps, etc. D'autres font top roll, brachial. Ils ont une certaine façon de s'organiser. D'autres font beaucoup d'exercices de base, on va dire, soulevé de terre, développé couché, etc. Quel est ton avis là-dessus? Et comment, à peu près, sans rentrer dans les détails, comment tu organises tes entraînements? Alors, je vais diviser comme j'ai fait tout à l'heure entre quand tu es plutôt débutant ou quand tu es plutôt déjà confirmé. Okay. Je dirais pour un débutant, ce qui est hyper important, c'est le sparring, pour moi. Tu vois. À la condition d'être un débutant qui a déjà une base physique, qui a déjà l'habitude de s'entraîner globalement. Si tu es un débutant et que tu débutes même dans tout ce qui est préparation physique, faire de la préparation physique générale, ça va être très bien avant de commencer le bras de fer. Mais si tu as déjà un background, quoi, si tu fais déjà de la force, si tu fais déjà du judo, si tu fais déjà et que tu as l'habitude depuis des années d'être en forme, sparring, et un peu de spécifique en exercice. Et en fait, tout tourner ton entraînement, c'est-à-dire mettre tout... alors le sparring, c'est pas uniquement bourriner, hein, c'est des exercices sur la table aussi en sparring. On va en revenir. Voilà, c'est pas faire des matchs forcément tout le temps, mais faire un minimum, hein, mais voire même 2 par semaine. Et quitte si tu es un peu fatigué parce que c'est difficile au départ pour le corps, repos. Repos pour le reste, pas de spécifique. Alors après un peu de général si le corps te le permet, mais carrément du repos et focaliser toute ton énergie sur le bras de fer. Sur le bras de fer. Après, quand tu évolues un peu plus, que le bras de fer tu connais,
tu as ton style, tu sais bouger, les connexions sont là, entre guillemets, tu as toujours des choses à apprendre, mais voilà, tu es là. Tu balbuties plus dans le bras de fer. Tu connais tes points faibles, tu sais musculairement où il faut travailler, et à ce moment-là, tu vas peut-être espacer un peu plus tes sparring pour te focaliser sur la prise de force à certains endroits et travailler dur à la salle pour essayer de gagner de la force. Moi, je vois ces deux manières de faire là. Donc là, à ce moment-là, tu vas faire plus de salle, un peu moins de sparring, pour que le sparring ne soit pas trop traumatisant pour pouvoir faire du lourd, justement, en spécifique. Et ventiler entre le spécifique et le non spécifique quand tu fais de la salle de gym. Moi, je dirais, si on s'entraîne entre 5 et 6 fois semaine, en comptant les sparring, qui sont des entraînements à part, je dirais 2 à 3 entraînements spécifiques et un entraînement général. Moi, c'est ce que je faisais. D'accord. En entraînement généraliste, où on va travailler un peu les pecs, un peu le soulevé de terre, un peu des tractions, des choses comme ça. Et puis, tu les organises par groupe musculaire, je veux dire, tu fais pousser, tirage, tirage, Là, disons qu'en bras de fer, tu as tellement d'axes à travailler. C'est que tu peux pas tellement faire comme on fait en muscu où les mecs divisent énormément. Faut pas faire les biceps en même temps que les triceps. On fait pas déjà le même sport, on fait pas d'hypertrophie ou des choses comme ça, c'est différent. Moi, pendant l'entraînement, si je fais du spécifique, il peut m'arriver de travailler tous les axes sur la même séance. D'accord. Ça peut m'arriver. Après, je peux me dire, tiens, aujourd'hui, je vais vraiment travailler la pronation. Et je vais pas trop travailler la supination. Et je vais travailler tout ce qui va avec la pronation. Que ce soit même aussi les épaules, en fait, au final. Puisque tu vas avoir besoin de connecter surtout ton faisceau antérieur et ton faisceau latéral des deltoïdes qui vont être importants. Et donc, ça va m'arriver de faire vraiment du spécifique, travailler là-dessus, tous les axes au niveau de la pronation, toutes les prises de main au niveau de la pronation, et puis après, faire de l'élévation latérale pour les deltoïdes. Je ne vais pas aller faire uniquement des deltoïdes sur un entraînement spécifique dans la semaine. D'accord. Et quand je vais faire du entraînement général, je veux dire. Et quand je fais un entraînement général, quand je dis général, c'est que je vais essayer de laisser au repos un peu les avant-bras. Et je vais essayer de travailler un peu les pecs, je vais travailler un peu les fermetures, carrément les pecs. Je vais essayer de travailler que les épaules d'un coup, du tirage d'eau, et puis des fois même du tirage d'eau en essayant même des fois presque de mettre des sangles pour essayer de relâcher, pour travailler vraiment que le dos. Du soulevé de terre aussi, mais pareil, le soulevé de terre, il faut pas, ça te tape beaucoup dans les mains et dans les grippes. Et dans le système nerveux aussi. Le système nerveux. Donc, comment te dire, une fois dans la semaine, ça suffit, je pense. Quand tu as déjà une base, parce que si tu n'as pas de base, c'est un peu différent. Parce que les gens qui sont très peu entraînés avant, c'est bien de faire aussi un peu de général. Je pense que le général, c'est bon pour tout. Mais le spécifique, ça peut être effectivement, je me dis, tiens, je vais faire que ça. Partie, pronation, supination, je travaille un peu plus la side, où je peux tout mélanger dans mon entraînement. Et ça va être, je ne suis pas forcément le bon exemple. D'ailleurs, c'est une des choses sur lesquelles je dois travailler, c'est un peu la discipline. Et ce que j'ai vu, par exemple, quand je vois Krasik ou je vois d'autres personnes, les Kazakhs, c'est un peu plus de rigueur dans la planification de l'entraînement. Je fonctionne beaucoup au feeling. On va dire c'est la French. C'est ce que je me suis dit. La French touch. Mais c'est pas bon. C'est bon jusqu'à un certain niveau, parce que déjà on se le fait. Il faut pas. Après on fait du sport parce qu'on aime ça et on aime s'entraîner, c'est du plaisir. Mais quand on cherche après le détail, l'excellence et le haut niveau, on ne peut pas faire l'économie d'être un peu plus cadré. Si tu veux, j'ai un cadre général dans ma tête. Je sais, parce que par mon métier, par plein de choses, je sais comment il faut m'entraîner. Mais la rigueur, elle n'est pas là. La rigueur, elle est dans ce que tu planifies avant. Il faut l'écrire, il faut le suivre, il faut faire un planning un peu. Si tu es un peu au feeling, tu vas progresser, forcément. Si tu t'entraînes bien au feeling, tu progresses, il n'y a pas de problème. Mais tu vas, je pense, arriver à un moment donné où tu stagnes, où tu n'as pas des progressions constantes, où des fois tu es un peu bas, parce qu'en fait, le cadre, ça te sert à quoi? Ça te sert que quand tu es moins motivé à garder le cap. Le problème, c'est que quand tu t'entraînes au feeling, ça va dépendre beaucoup de ta motivation, de tes impératifs professionnels. C'est-à-dire, allez, c'est pas grave. Mais du coup, c'est là où en fait il faut continuer. Même si tu continues moins, mais tu continues. Alors que quand tu n'as pas de cadre, tu as tendance à arrêter de t'entraîner pendant 2-3 semaines en te disant c'est pas grave. Effectivement, c'est pas super grave, mais ça l'est si tu viens chercher le très haut niveau. Chaque détail compte. Mais je pense qu'au départ, être hyper strict, ça peut convenir à certaines mentalités. Très bien, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais l'entraînement au feeling n'est pas, jusqu'à un certain niveau, apporte des résultats aussi.
Si c'est entraîné intelligemment, hein, bien sûr. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu ce côté-là et c'est un côté où je dois travailler pour être plus performant. Là, le côté un peu plus rigueur, quoi. Rigueur et planification. Je vais faire un petit big up à Dima, qui se reconnaîtra, qui lui c'est l'école très carré. C'est l'école, mais c'est comme ça, mais c'est l'école un peu des pays de l'Est, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts, c'est parce qu'ils ont un côté voilà, très carré et qui apporte du résultat, qui apporte clairement du résultat et c'est des choses à apprendre et à prendre en compte et à essayer de s'améliorer sur des endroits. Voilà, moi j'ai eu la chance d'aller m'entraîner dans différents endroits partout dans le monde, au Kazakhstan, dans les meilleures écoles, il y a de la rigueur et c'est pas pour rien que ça fait partie des meilleures nations. Pour rebondir là-dessus, ce que j'ai remarqué aussi dans la différence entre travailler, on va dire, à l'instinct et travailler de manière rigoureuse en écrivant ou en préparant ses entraînements, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler de manière plus carrée, on va dire, le truc qui m'apporte vraiment cette façon de s'entraîner, c'est que je ne fais pas de surentraînement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ça c'est très bien. Ça dépend en plus le caractère. Si tu as un caractère qui est comme moi, tu es très euphorique, il y a des jours. Je suis chaud, on y va. On met tout ce qu'on a. Le problème c'est que là, ok, tu te fais plaisir, tu te sens bien, tu te sens en forme, mais des fois tu peux te surentraîner, tu peux te blesser. Ce qui m'arrivait souvent. Et des fois tu n'as pas une progression qui est constante en fait. Et en planning en fait ça t'apprend. J'ai eu une fois, j'ai été cadré, c'est quand, et je vais rendre hommage à un de mes coachs qui est Franck, qui se reconnaîtra quand j'ai fait de la force athlétique, où il cadrait mes entraînements parce qu'il connaissait mon tempérament. Et même quand tu te sens bien, aujourd'hui tu peux faire plus, mais dans ton programme et dans ta planification d'entraînement, c'est tel poids, tel nombre de répétitions. Exactement. Et tu t'arrêtes. Même si tu as envie de faire plus, c'est comme ça pour aujourd'hui, ça a été planifié comme ça et tu fais pas plus. Il y a un côté frustrant, mais si tu n'es pas cadré, tu le feras pas. Et en fait, c'est comme ça qu'avec le temps, tu évolues de manière régulière sans te blesser avec un maximum de résultats. Mais après, ça c'est une des visions qui est un peu plus, on va dire, scientifique dans l'entraînement qui marche. Mais je pense que quand tu vas demander à des mecs comme John, est-ce qu'il planifie plus que ça? Je pense que c'est un mec globalement qui s'est beaucoup entraîné au feeling. Je pense qu'il a fait un cadre. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que John il soulève des poids? C'est ça ma question. En fait. Après, si on l'écoute, on dirait pas. Non, mais on dirait qu'il fait que du sparring. Je vais prendre une anecdote sur le film Pulling John. Tu vois, quand ils ont fait les séquences pour le film d'entraînement dans les salles de gym, donc ils ont filmé Voivoda qui soulevait du poids, mais ça faisait partie des entraînements. Travis Bagen, c'était la même chose. Il allait dans les salles, il soulevait du poids. Quand ils ont demandé à John, ils étaient un peu emmerdés parce que John leur a dit « mais je fais pas ça ». Il fait essentiellement du sparring. Il soulève très peu, mais ils avaient besoin de plans d'entraînement. Et en fait, quand tu regardes Pulling John, et en fait, ils étaient un peu emmerdés parce que John, il dit « ouais, mais moi, je m'entraîne pas avec des poids ». Mais il fallait quand même des plans d'entraînement. Et tu le vois faire des pompes et des tractions. Et en fait, c'est vrai qu'il travaille assez au poids de corps. Et en fait, il n'y a pas d'image dans une salle de gym où il lève des poids. Il ne travaille pas avec ça. Et bon, on sait qui il est de toute manière, donc c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc c'est une bonne manière aussi d'aborder l'entraînement parce que ce qui est le cœur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le cœur de la pratique, c'est le bras de fer. Bien sûr. Voilà. Après, c'est du renfort, spé, etc. Tu peux travailler certains domaines. Mais je veux dire, tu peux ne faire que du sparring avec des gens de qualité et tu atteindras le haut niveau, même si tu ne vas pas mettre un pied une fois dans une salle de gym. Bien sûr. Voilà. Pour être bon au foot, il faut faire du foot. Exactement. Après, effectivement, si tu as... Après, peut-être que John, ça a super bien marché pour lui parce que c'est un gars qui a des qualités génétiques exceptionnelles. Après, quand tu as moins de qualité, aller te renforcer en salle de gym et travailler certains endroits, peut-être que ça va t'aider à passer un palier. Comment penses-tu qu'un sparring de bras de fer devrait se dérouler? Alors moi, il y a plusieurs écoles pour les sparring. Moi, ce que j'aime bien faire en sparring, c'est des exercices en fait. C'est-à-dire faire un exercice avec ton partenaire d'entraînement où il va te laisser appliquer une technique, essayer de la contrer et travailler très lentement en montant l'intensité, donc pas d'à-coup forcément. Travailler plein et pour pouvoir sentir les connexions et que l'autre personne aussi puisse te corriger. Et que tu aies le temps de te corriger pendant l'entraînement et travailler différentes phases. Travailler au milieu de table, travailler en défense, travailler en attaque, travailler le top, travailler le hook, travailler la presse. Et à chaque fois que toi tu travailles la presse, l'autre il travaille le contre. Et inversement. Ensuite c'est moi qui contre, c'est toi qui presse, c'est toi qui top. Donc pendant que tu fais un top, donc tu vas travailler tout, brachial, tirage, pronation. Moi derrière, je vais essayer de connecter les doigts. Je vais essayer de travailler ma flexion palmaire, mes doigts, etc. Ça on peut travailler en opposition.
de style, mais on peut travailler dans le même style. C'est-à-dire tous les deux avoir un tirage très très fort, mais pas se lâcher. Ouais. Tu vois, rester dans le jeu. On n'est pas là en match, on va essayer de maintenir le maximum de puissance sans se désunir. Avoir un contrôle total de la main, c'est comme ça aussi que tu arrives à avoir des bons contrôles de main. C'est en restant dans le jeu, pas en lâchant les doigts. Et s'il y en a un qui commence à lâcher, le but c'est pas de tirer, c'est de relâcher un peu la pression pour qu'il ait le temps de se replacer et de qu'on continue à travailler en montant l'intensité et en redescendant l'intensité et travailler longtemps comme ça, en envoyant de l'influx nerveux, parce que c'est beaucoup ça le bras de fer, hein, c'est l'influx nerveux, la connexion et avoir une fatigue. En fait, après tu as une fatigue musculaire et nerveuse, mais tu n'as pas de douleur après ces entraînements-là, normalement, tu sens rien. Et de temps en temps, quand même, c'est bien de faire du sparring. Même la side, tu peux la travailler avec ton partenaire d'entraînement, tu n'es pas obligé de la travailler avec une poulie. Ouais. Ton partenaire d'entraînement, tu fais de la side, lui contre, et tu peux avoir une vraie side qui est... Ce sera la side que tu vas appliquer réellement sur la table et réellement à un adversaire. Travailler à deux mains également, pas avoir peur de ça. Pas dire tiens mais je travaille à deux mains avec quelqu'un. Oui, je peux travailler à deux mains pour avoir un meilleur contrôle par rapport à toi. Je vais pouvoir contrôler, tu vas pouvoir appliquer beaucoup de force et en même temps, comme j'ai un bon contrôle, je vais pouvoir te corriger, voir ce que tu fais pas bien et je vais pouvoir jauger la force et pas te mettre trop de contraintes et pas trop de douleur. Et tu peux travailler à une intensité maximale et finir avec zéro douleur à la fin de l'entraînement. Ouais. Enfin des douleurs, la fatigue musculaire, tout ce que tu veux, mais pas de lésions. Okay. Et après, une fois que tu fais ça en début d'entraînement, à la fin, un peu comme quand je faisais du rugby ou d'autres sports, tu fais pas mal d'ateliers. Une fois que tu es passé en judo, c'est la même chose, tu fais pas mal d'ateliers, des choses peut-être un peu chiantes, tu répètes, et à la fin, tu fais un petit match. Tu te mets en situation de randori. Voilà, ouais, randori, pareil, tu vois, exactement, tu vois, tu tournes un peu, tu te fais plaisir. Quand je faisais du grappling aussi, c'est la même chose. Tu fais d'abord l'échauffement, prépa physique, un peu relou. Tu vas faire toutes les techniques, les takedowns, les amener, les clés, les machins. Tu répètes en fait. Par atelier, tu vas répéter. Et à la fin, 10 minutes, tu te fais plaisir. Et pas toujours, pas tous les entraînements. Quelques entraînements, etc. Et toujours aider. Et tu fais des sparring contrôlés aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas faire en sparring, c'est pas pouvoir le refaire 3 jours, 4 jours ou la semaine d'après. Si la semaine d'après, tu n'es pas capable de faire un sparring parce que tu as mal, c'est que quelque part, tu t'es pas bien entraîné. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est normal d'avoir des douleurs, hein, ça c'est clairement, mais si tu t'es fait tellement mal que comme en compète des fois où tu donnes tout, il faut 3 semaines pour vraiment récupérer, si c'est ça alors, aux entraînements, tu ne progresseras jamais très, très lentement. Alors, ça c'est mon opinion par rapport aux entraînements. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce que je dis souvent aux débutants, c'est qu'un entraînement c'est fait pour s'entraîner. Une compétition, c'est fait pour se tuer. Ouais, exactement. Tu donnes tout. Donc, à l'entraînement, il faut y aller progressivement. Justement, en parlant de ça, Aymeric, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence le bras de fer sportif? Alors, quelqu'un qui commence le bras de fer sportif en France, c'est déjà adhérer à la fédération officielle française, qui est la FF Force, et adhérer à un club, si possible. Alors là, les clubs sont en train de grossir, on a de plus en plus de clubs. Ce sport-là grossit en France. C'est vrai que dans certaines régions de France, c'est pas possible. Mais dès que c'est possible, forcément, aller s'entraîner dans un club. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va progresser, il faut s'entraîner. Comme on l'a rappelé, c'est le sparring le plus important. C'est pas en regardant des vidéos YouTube, ça aide, hein, les vidéos YouTube, c'est ce qu'on fait, on va aider les gens à trouver des solutions, à s'entraîner. Mais s'il n'y a pas quelqu'un en direct pour t'apprendre, c'est comme apprendre du judo sur YouTube, c'est pas possible. C'est impossible. Il faut que quelqu'un t'apprenne, il faut que tu aies un professeur pour ça, et donc il faut se rapprocher d'un club. Donc, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est se rapprocher d'un club ou au moins d'un partenaire d'entraînement dans sa zone. Alors je sais que c'est pas toujours possible pour tout le monde, j'y travaille, on y travaille au niveau de la fédération à essayer de faire grossir le nombre de clubs en France et d'accès à la discipline un peu partout. Il y a pas mal de projets qui sont mis en place. On est au début, hein, donc patientez un petit peu, mais et après si vous êtes motivé vous-même aussi pour créer des structures et rassembler des gens et trouver des partenaires d'entraînement, c'est ça qui est important, même si vous êtes débutant. Même si entre vous, vous n'avez pas forcément le même niveau, ça sera toujours mieux de s'entraîner entre débutants que s'entraîner tout seul dans une salle de gym à répéter des exercices. Quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, parce que de toute manière, ces exercices-là ne seront pas forcément très bien faits au départ, tant qu'on ne les a pas appris, corrigés et recorrigés tout le temps. Et pour ceux qui habitent très loin, même se déplacer de temps en temps. Même s'il y a un club à 1 heure, 1 heure et demie, ok, on ne va pas y aller toutes les semaines, mais même y aller 2 fois ou 3 fois par an, ça sera beaucoup plus efficace que s'entraîner dans son coin. Ça, c'est 100% garanti. À chaque entraînement fait avec quelqu'un qui s'y connaît, on apprend des choses, on comprend des choses
on ressent des choses nouvelles dans son corps et on peut après faire un petit transfert dans son entraînement seul. Donc je dirais le conseil pour les débutants quand ils pratiquent, et pour le conseil sécurité aussi, hein, c'est dès qu'on va dans un club s'entraîner avec quelqu'un qui s'y connaît, on va éviter les blessures, on va aller plus vite dans l'entraînement, on va éviter toutes les erreurs de débutants. C'est le but, hein, c'est d'avoir éviter les positions dangereuses. Éviter les positions dangereuses. Donc je dirais, c'est voilà, je sais pas, tu mettras un petit bandeau. Il faut aller sur le site de la fédération, trouver un club et pratiquer, voilà, et pratiquer dans des conditions les plus safe possibles, avec les meilleurs conseils possibles. Et quand c'est pas possible, au moins s'équiper, avoir une table de bras de fer, parce que comme tout sport, il faut un matériel adapté pour pratiquer la discipline. Voilà. On ne fait pas de judo sur de l'asphalte. Ah, exactement. Comment on ne fait pas de bras de fer sur une table de cuisine? Exactement. Pour rebondir à ce que tu disais, beaucoup de débutants commencent, on est tous passés par là, on passe, même maintenant, parfois ça revient, on a des grosses douleurs au tendon, des douleurs inhabituelles, plus ou moins horribles selon certains. Beaucoup sont effrayés par ces douleurs-là. Qu'est-ce que tu conseillerais aux débutants qui sont effrayés par ces douleurs? C'est déjà les points que j'ai énoncés tout à l'heure. Effectivement, si on s'entraîne dans un cadre un peu safe, on va avoir forcément des conseils de partenaires d'entraînement qui sont passés par là. Ils vont nous dire, écoute, ben là, tu vas plutôt te reposer, ça dépend de quel type de douleur tu vas avoir. Il y a des douleurs où il faut travailler dessus. Alors, on va travailler différemment dessus. C'est un peu complexe. Il y a des douleurs, effectivement, il faut un peu de temps de repos. Il y a des douleurs où on peut retravailler dessus, mais de manière un peu différente. Et tout ça, forcément, quand on est accompagné, c'est plus simple. Après, c'est comme tout, le bras de fer, c'est un sport de combat aussi. Et un sport de combat, il faut endurcir son corps, quoi qu'il arrive. Et forcément, ça fait mal. Après, ça sert. Voilà, la douleur, elle est là pour. Il faut aimer un petit peu la douleur aussi quand on fait du sport, hein, clairement. Hein. Ouais, il faut passer ce cap-là. Je veux dire, mentalement, il faut être là, il faut être fort aussi. Mais après, la douleur, c'est aussi un signe du corps qui te dit attention. Et après, il faut savoir le décrypter. Donc, pour le décrypter, soit on a un gros passif de sport et on connaît son corps et on sait comment avancer. Soit il faut se faire accompagner, donc être dans un club, une structure, des gens qui peuvent nous guider. C'est toujours la même chose. Et puis pas hésiter à consulter. Donc moi, je suis métier, je suis kiné. Il faut aller voir ton kiné. Voilà, va voir ton médecin, va voir ton kiné. Voilà, qui va savoir aussi t'aiguiller en termes de récup. Faire des séances aussi de récupération et même de suivi, que ce soit pour des douleurs tendineuses, les épaules. Beaucoup les épaules aussi, et pas hésiter, voilà, il y a des professionnels pour ça, donc et là des kinés il y en a partout en France, donc c'est voilà, se faire suivre un petit peu. Alors on a la chance en plus en France d'être assez bien remboursé pour tout ce qui est soins de kiné, donc allez-y les gars, allez-y. Pour compléter ce que tu dis, Aymeric, il faut vous reposer, il faut pas hésiter à descendre dans les charges aussi. Dans les charges, dans l'intensité de votre entraînement. Écoutez surtout votre corps. Ne vous étonnez pas, ces douleurs, on les a tous ressenties. On les ressent tous, surtout après des compétitions qu'on est à 200%. Donc ne vous inquiétez pas, il faut juste persévérer et réfléchir tout simplement. Ouais, comme tu disais, après pour revenir sur les douleurs, après ce qui est intéressant aussi, quand on a des douleurs musculaires ou tendineuses très fortes, après ce qui est intéressant pour continuer à travailler, qui permet de récupérer et en même temps d'avoir un bénéfice dans l'entraînement, c'est travailler léger, vraiment avec un haut volume de répétition et travailler sur la connexion et le mouvement parfait. Là, on a très peu de douleur. Même quand on a très mal, on peut travailler comme ça, avec vraiment des charges légères et on va avoir pas une fatigue tellement musculaire, mais on va avoir une fatigue nerveuse. Et pendant cette période de repos, s'il faut se reposer 10 jours, une semaine, en fait, on a continué à s'entraîner au bras de fer. Différemment, on n'a pas travaillé le musculaire, clairement, en fait, le gain de l'hypertrophie, on est en train de travailler les connexions. Et les connexions musculaires peuvent s'entraîner quasiment tous les jours, presque, je pense. C'est pas pour rien que dans les arts martiaux, par exemple, quand ils font des katas ou quand ils font des entraînements, même s'ils ne mettent pas d'intensité, ils font des centaines, des milliers de répétitions du moment. C'est pour entraîner les connexions, justement. Exactement, tu entraînes les connexions. Et en plus, en faisant ça, ça te permet de ne pas perdre de temps d'entraînement parce que tu n'es pas au repos total pendant 2 semaines. Si tu es un peu blessé, tu arrives à travailler un petit peu déjà. Et en plus, ça t'aide à la récupération. Parce que en fait, ça dépend de certains types de blessures que tu as. Mais disons, plus tôt tu reprends l'activité
musculaire dans la zone qui est lésée, de manière vraiment soft, hein, plus tu vas vasculariser la zone, et en général, mieux tu récupères. Donc vasculariser, faire bouger une zone qui est douloureuse de manière très soft, parce que tu vas travailler exclusivement les connexions, pas du tout la charge, ni la fatigue, la fatigue musculaire telle qu'elle, va t'aider dans ta progression dans le bras de fer, mais va t'aider aussi dans ta récup. Tu vas récupérer en général plus vite, parce que tu es actif. Être totalement au repos, à part sur certains cas, effectivement, où il faut être totalement au repos, le repos total n'est jamais à conseiller en fait. Et même aussi les anti-inflammatoires, les gars, calmez avec ça. C'est pas bon pour les tendons. Moi, je conseille pas. C'est pas bon pour les tendons. Il y a dans certains cas, il faut les prendre, mais c'est très limité. C'est vraiment la plupart des douleurs qu'on peut avoir. Les anti-inflammatoires, il faut éviter quoi. Il faut éviter. Il faut un peu mordre, voilà, serrer les dents, travailler différemment et laisser le corps se réparer tout seul. Voilà. Ok. Est-ce que tu es motivé et comment fais-tu pour garder cette motivation? Je te cacherai pas que ouais, il y a eu des phases. J'étais très très motivé au début, là un peu moins. Il y a eu des phases de toute une vie. Hein. Je travaille, je fais des choses, on avance aussi dans la vie de manière personnelle, il y a des hauts et des bas. Donc forcément le sport reste un sport loisir, hein, on ne vit pas de ça. Donc il y a des priorités dans la vie. Donc le sport, au départ, j'étais forcément un peu plus motivé, un peu plus de temps, j'étais étudiant, plus facile. Et qu'on commence la vie active et la vie tout simplement, il y a des choses qui arrivent, puis il y a des hauts et des bas. Là aujourd'hui c'est vrai qu'en ce moment, bon, on dit que j'ai pas fait trop de compétition, mais en 2019 c'est juste l'année passée, j'ai quand même fait une compétition avec le numéro 1 mondial, c'est pas rien, mais c'est vrai que j'en fais peu parce que j'ai moins le temps de me préparer comme je voudrais. Faut de temps, faut un peu de motivation, puisqu'après en fait notre énergie est dispersée un peu ailleurs. En fait, elle est moins focalisée sur le bras de fer, donc tu as une énergie qui est dispersée, que ce soit dans ta vie professionnelle, ta vie privée, et aujourd'hui parce que aussi je m'occupe beaucoup de la fédération, donc ça me prend beaucoup d'énergie. Effectivement, mais je pense que dans le temps qui vient, je vais avoir, ça va être de plus en plus cool, on va dire, puisque là tout se lance. Et là, il y a des équipes qui viennent, on est toi, d'autres, qui viennent pour constituer une belle équipe et on va vraiment fonctionner ensemble. Donc j'aurai un peu moins de charge de travail et puis une fois que c'est lancé, plus de temps pour moi pour me consacrer à la discipline. Et puis après, rester motivé, il y a tellement de choses à accomplir. Moi, dans la discipline, j'ai tellement de choses à vouloir faire encore. Et puis les jeunes qui poussent aussi, tu vois. Donc si on veut rester en haut, il ne faut pas dormir, quoi. Donc voilà. Il y a ça qui motive. En parlant de ça, qu'est-ce que tu en penses du niveau français? Je suis très content du niveau français. C'était un de mes objectifs quand j'ai voulu m'occuper de ce sport en France et le faire devenir officiel. Donc avoir l'agrément ministériel, demain la délégation, faire devenir le bras de fer un vrai sport en France avec les reconnaissances qu'il faut, avec et faire monter le niveau tout simplement. Parce que moi je me suis rendu compte qu'effectivement, comme j'étais un peu on est très peu de Français à avoir performé à l'international. Il y a Joseph, et puis après, c'est un peu, il n'y a pas énormément. Et du coup, moi j'ai envie de ça. J'ai envie que l'équipe de France arrive sur un tournoi mondial. On dise waouh, la France c'est une nation qui compte. Moi c'est mon objectif. Là, on était au dernier championnat du monde. Donc on a fait des très belles perfs. Il y a 3 Français qui ont fait dans le top 10, donc 10e, dans 3 catégories différentes. Je pense que ça s'est rarement fait en senior, je pense même jamais, sur une même année. Donc 3 en plus jeunes, enfin 2 jeunes, dont c'était le premier championnat du monde, pour Bastien et Alan, qui ont fait des très très belles perfs. On arrive avec la plus grosse délégation senior française, avec 12 athlètes. On était même devant les Italiens, ou à égalité avec les Italiens, l'Italie qui est une nation qui fonctionne déjà beaucoup mieux que nous. Ouais. Et les années qui viennent, je veux encore plus de monde et je veux des Français que quand un Russe ou un Kazakh affronte la France, ils se disent « Ah, j'ai un match sérieux ». Voilà. Et pour tous les Français. C'est ça un peu mon objectif, et donc faire monter le niveau. Et je pense que là, le niveau est déjà monté et il va faire que monter. Et puis c'est des jeunes, je veux dire, tu es jeune, Alan est jeune, Bastien, c'est des mecs jeunes, tu as Hugo Labatte aussi qui est très prometteur. Tout ça, c'est des jeunes générations, c'est des mecs d'une vingtaine d'années. Ça monte, et il y a encore des plus jeunes. Là récemment à Paris, un jeune de 17 ans avec des capacités extraordinaires. Et donc si on a des structures d'accueil, ce qu'on n'avait pas avant, pour faire vraiment fructifier ces talents-là,
les faire rester dans ce sport-là, parce qu'on leur apporte quelque chose, la fédération leur apporte quelque chose, il y a une reconnaissance par rapport à leur discipline, ils sont pris au sérieux. Tous ces talents-là vont rester dans la discipline, comme ils restent en Russie, comme ils restent au Kazakhstan. Et on va avoir une équipe de France qui va performer dans toutes les catégories. On l'espère. Mais le niveau est déjà monté et il va faire que monter. Ouais. Ça, c'est mon sentiment par rapport au niveau français. On l'espère tous. Tu as un peu répondu précédemment à cette question. Quels sont tes projets futurs? Bah c'est ça. Les projets, alors j'ai des projets, on va dire, dans l'intérêt général, quoi. C'est ce que je m'occupe de la Fédé. Donc j'ai énormément de projets sur le bras de fer. Une partie qui est déjà réalisée, c'est-à-dire d'avoir l'agrément ministériel, de faire reconnaître le bras de fer en tant que sport en France, qui est une avancée historique. Je veux dire, le bras de fer est un sport. En fait, il faut se mettre dans la tête, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pas si facile. Demain, d'avoir la délégation ministérielle, on aura cette année. Donc, c'est d'avoir les statuts sportifs de niveau pour les meilleurs athlètes. Des subventions, des reconnaissances, voilà, que ce soit des reconnaissances étatiques, ministérielles, enfin tout ce que tu veux, voilà, les reconnaissances sportives et être traité d'égal à égal avec d'autres sports, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au-delà de ça, de l'aspect, on va dire, administratif, là-dedans, c'est structurer le sport avec les brevets fédéraux, entraîneurs, arbitres, et de faire un maillage du territoire, d'avoir que le bras de fer soit accessible à peu près partout sur le territoire français. Là, il y a encore un peu de pôles un peu partout. Et que si une personne veut faire du bras de fer en France, elle n'est pas 300 km à faire pour trouver une table. Et ça, c'est du travail de longue haleine. J'ai pas mal de partenariats qui se mettent en place. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Ça, c'est l'objectif, on va dire, général, le travail que je fais au sein de la Fédé, avec la FF Force, et avec tous ceux qui sont à la commission sportive aussi, hein, tous ceux qui participent à l'essor du bras de fer, qui est en bonne voie. Donc ça, c'est vraiment, voilà, j'ai plein de projets là-dessus, que ce soit même le sport universitaire aussi, puisque le sport au sein de l'armée, il y a plein de zones voilà, de développement qui peuvent être intéressantes au niveau du bras de fer. Et après, au niveau personnel, c'est de revenir aussi fort que j'ai pu être et voire plus fort, puisque voilà, je veux être parmi les meilleurs dans ma catégorie, donc il faut que je progresse. Et donc c'est voilà, trouver le temps, trouver l'énergie qu'il faut, combler les quelques défauts que j'ai pu analyser grâce aux échanges que j'ai avec d'autres athlètes, et essayer de travailler sur mes points faibles, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit mes points faibles sur la table. Et voilà, mon objectif, c'est d'être champion du monde, c'est de gagner des Vendetta avec des grands champions, et de me faire plaisir, quoi. Me faire plaisir dans le sport. Et je pense que voilà, j'ai des belles années encore devant, j'ai 33 ans. Il y a encore au moins facile une bonne dizaine d'années quand on voit des athlètes comme Larat ou d'autres qui ont déjà plus de 40 ans et qui sont toujours au top mondial, ça laisse rêveur et on a envie de suivre l'exemple, quoi, et d'essayer d'être aussi fort, de rester aussi fort aussi longtemps. Et, voilà. Cette vidéo interview avec Aymeric Pradine est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, faites-le moi savoir en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas que la détermination et le travail payent. Force et honneur. Force et honneur. Abonnez-vous.